Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Je vous propose ici la découverte d'un livre de Claude Pasteur qui s'intitule Le beau vice ou les homosexuels à la cour de France. Dans cette première partie, nous allons suivre le parcours d'Henri III, roi très célèbre pour ses mignons, mais vous allez peut-être le découvrir sous un autre angle et vous allez peut-être aussi apprendre quelques anecdotes sur cette époque. Je vous souhaite une belle découverte, une bonne écoute, et on se retrouve juste après. Chapitre 1. Une enfance parfumée. Le duc d'Anjou, futur Henri III, était dans sa jeunesse un aimable garçon. Le plus beau et le mieux fait de son temps, selon ses contemporains. Adolescent, il n'aimait pas la chasse, ni sonner du corps, ni tuer les bêtes. Ses nombreuses maladies enfantines le laissaient peu apte aux exercices violents. Il préférait les plaisirs féminins. « Il est toujours entouré de femmes », écrivait un ambassadeur. L'une lui embrasse la main, l'autre lui caresse les oreilles, et, de la sorte, il passe ainsi une bonne partie de son temps. Quand il était enfant, en effet, les filles d'honneur de la reine-mère, ces jolies filles peu farouches qui composaient l'escadron volant de Catherine de Médicis, jouaient avec le petit Henri comme avec une poupée, l'habillaient parfois en fille, le paraient, le fardaient, lui mettaient des bijoux, le parfumaient. La reine avait apporté d'Italie la fureur des parfums. On inventait de nouveaux mélanges. Les essences de marjolaine, de néroli, de jonquille, de musc, de jasmin, de romarin entraient dans la composition de ces odeurs à la fois exquises et entêtantes. Le jeune Henri grandit donc dans cette ambiance parfumée, ce qui ne devait pas l'empêcher, devenu adulte, de montrer des qualités viriles inattendues. Les soins attentifs de son médecin Miron, qui lui imposait un régime, avaient consolidé sa santé. On le vit, en cuirasse dorée, conduire ses bataillons à l'assaut des places calvinistes et se couvrir de gloire au siège de Saint-Jean d'Angély, Montcontour, Jarnac. Il avait alors 18 ans. Il se montrait aussi bon étalon, comme se plaisait à le dire sa mère dont il était le fils préféré. Il courait les demoiselles de l'escadron volant qui ne demandaient qu'à le satisfaire. L'une d'elles, mademoiselle des Rieux, douée d'un tempérament de feu, répondit un temps à ses ardeurs sensuelles, jusqu'à ce qu'Henri tombât réellement et profondément amoureux d'une ravissante jeune femme, Marie de Clèves, épouse du prince de Condé. Malheureusement pour Henri, Marie était fidèle. Le prince dut donc se contenter d'une chaste idylle, et tout ce qu'il obtint fut la permission de porter à son cou un portrait en médaillon de sa bien-aimée. Comme il fallait marier Henri, sa mère eut l'idée saugrenue d'une alliance qui servirait sa politique. Alliance flatteuse, mais désolante pour le jeune prince, puisqu'il s'agissait de lui faire épouser la reine Élisabeth d'Angleterre, une vieille fille fanée de 37 ans que l'on disait vierge, ce qui n'ajoutait pas à ses attraits. Henri, épouvanté, réussit à faire échouer le projet. Une autre perspective, née dans la tête de la reine-mère, jamais à court d'invention, vint à nouveau bouleverser le jeune prince. Catherine avait décidé de le faire élire roi de Pologne après la mort de Sigismond Auguste qui avait régné sur ce pays. L'idée de quitter la France et de ne plus voir sa chère Marie désespéra le malheureux prince. Mais il continuait à subir la domination de sa mère. Il partit donc, non pas seul. Ses plus chers amis l'accompagnaient, comme le tout jeune et charmant Quélus, Villequier, Dugast, Pibrac, Sauvray. D'emblée, la Pologne lui déplut.
malgré les réceptions d'un faste oriental organisé en son honneur à Cracovie. Il se sentait très loin de ces palatins à longues moustaches et grandes barbes blondes, le cimeterre à la ceinture, qui parlaient une langue barbare et buvaient à en rouler sous la table. Puis, dans ce pays, il faisait froid, la neige tombait. Henri se sentait désespérément loin de sa douce France, de son cher Paris, de son palais du Louvre et de sa bien-aimée Marie. Pour comble de disgrâce, les seigneurs polonais complotaient de lui faire épouser l'infante Anna, sœur du défunt roi Sigismond Auguste. Elle avait 48 ans, elle était laide, elle roulait de gros yeux doux au beau prince français qui lui rendait des visites de courtoisie en pestant contre le destin qui semblait vouloir lui imposer de vieilles fiancées ridées, alors qu'une ravissante Marie l'attendait à Paris. Les affaires de cet étrange pays ne l'intéressaient pas. Il passait le plus clair de son temps à écrire à ses amis pour avoir des nouvelles de sa bien-aimée. Un jour, il alla jusqu'à s'ouvrir une veine pour écrire avec son sang. De pleurs en pleurs, de complainte en complainte, je passe, hélas, mes languissantes nuits, sans m'alléger d'un seul de mes ennuis. Il contemplait le portrait de Marie. Il se grisait de projets. Il ferait rompre par le pape le mariage de la jeune femme afin de pouvoir l'épouser. Chapitre 2. Henri, roi de France. Grande fut sa joie lorsqu'une lettre de sa mère lui parvint un matin à Cracovie. « Ô roi, Monsieur mon fils, roi de Pologne, votre frère est mort, ayant reçu Dieu le matin. La dernière parole qu'il dit fut « Et ma mère !» Cela n'a pu être sans une extrême douleur pour moi, et ne trouve d'autre consolation de vous voir bientôt ici, comme votre royaume en a besoin, et en bonne santé, car si je venois à vous perdre, je me ferois enterrer avec vous, tout en vie. Votre bonne et affectionnée mère, s'il y en eut jamais au monde. Catherine. Charles IX étant mort, Henri III devenait roi de France. Fou de joie, il hâta les préparatifs de départ, et, comme ses ministres moustachus ne semblaient pas trop disposés à le laisser partir, il s'enfuit une nuit du palais, avec la complicité de ses amis, en emportant, dit-on, les joyaux de la couronne. Il les donnerait à Marie. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à Venise, où il fut royalement reçu par les autorités vénitiennes qui firent assaut d'amabilité envers le jeune roi de France. Henri découvrit avec un plaisir non dissimulé cette ambiance de fête qui faisait de Venise une ville où toutes les folies semblaient permises. Les fêtes, nombreuses, rassemblaient des personnages souvent extravagants. Le fameux carnaval de Venise occupait une moitié de l'année. Tous les habitants se déguisaient et portaient le masque, ce qui permettait d'ignorer avec qui l'on se commettait, et constituait la plus belle commodité du monde, selon Goldoni. On dansait à perdre haleine sur la plaza, les gondoles fleuries sillonnaient la lagune. Henri III, puisque tel était désormais son nom, fut reçu en grande cérémonie dans la salle du Grand Conseil qui pouvait accueillir 2000 membres et s'ornait de toiles somptueuses. Toute la semaine, des fêtes, des banquets, des comédies se succédèrent. Le jeune roi, au cours de ces festivités, fit une découverte qui le surprit fort. Les convives, au lieu de plonger leurs doigts dans les plats, comme c'était l'habitude à la cour de France, portaient les aliments à leur bouche à l'aide d'une petite fourche métallique à 2 dents. Il trouva très ingénieux cette invention qui permettait de ne pas se salir les doigts et de préserver aussi les fraises, ces grandes colorettes tuyautées dont la mode venue d'Espagne commençait à se répandre. Toutes ces fêtes finissaient par lui peser.
Aussi commit-il un soir une faute de protocole en ne paraissant pas au banquet donné en son honneur par le Conseil des 10, préférant partir naviguer sur le Grand Canal en compagnie de son ami Nevers. La Venise des gondoliers le ravit. Sans doute en profita-t-il pour rendre visite à une belle courtisane vénitienne, amie du Titien, Veronica Franco, qui, selon certaines rumeurs, l'aurait initié à des pratiques peu honnêtes et fort vicieuses en ce qu'il s'agissait d'amour à l'italienne auquel le roi n'avait point encore goûté. Après avoir posé pour le Tintoret, Henri dit enfin adieu à Venise pour rentrer en France, heureux à la pensée d'y retrouver sa chère Marie. À peine avait-il regagné Paris qu'une terrible nouvelle le foudroya. Marie de Clèves venait de mourir en mettant une fille au monde. La douleur d'Henri prit des proportions extravagantes. Il commença par s'évanouir, puis resta plusieurs jours prostré dans sa chambre où Catherine de Médicis l'avait fait transporter. Il sanglotait convulsivement, refusait de manger, au point que la reine mère prit peur. Henri n'allait-il pas mourir ? Elle s'informa s'il ne portait pas sur lui un objet ayant appartenu à Marie de Clèves et qui l'envoûtait. Quand elle sut qu'il conservait à son cou le médaillon de cette princesse, elle le lui fit ôter sans qu'il en eût conscience. Après 8 jours, de cris et de soupirs, il reparut enfin en public. On s'aperçut alors qu'il avait fait coudre de petites têtes de mort aux rubans de ses souliers et à ses aiguillettes. Au bout de quelques mois, le chagrin d'Henri parut s'atténuer. Il dansait, se déguisait comme à Venise pour courir Paris et s'intéressait curieusement à des travaux de broderie, enfilant des perles, cousant des robes pour sa sœur Marguerite et pour les demoiselles de l'escadron volant. Navrée, Catherine de Médicis décida une nouvelle fois de le marier. Il épousa en février 1575, en la cathédrale de Reims, Louise de Vendémar, fille d'un cadet de Lorraine. Avant la cérémonie, il tint à la friser lui-même au petit fer, arrangeant ses boucles blondes avec un évident plaisir. Avec Louise, Henri avait trouvé l'épouse idéale, douce et aimante. Mais aux yeux de son seigneur et maître, elle présentait un grave défaut. Elle n'était pas du tout coquette. Elle s'habillait sobrement, se coiffait de même, refusait les toilettes somptueuses auxquelles son rang lui donnait droit. Une seule fois, à l'occasion d'un banquet, elle consentit à se montrer en grand apparat, vêtue d'une robe de toile d'argent garnie de petites houppes d'or, le cou et les bras ornés de pierres précieuses, ce qui permit à la cour de voir combien elle était belle et même majestueuse. Un autre grave reproche, mais la faute était-elle de son côté, elle ne donnait pas d'héritier au trône. Les époux eurent beau revêtir un soir, avant de s'enfermer dans leur chambre, 2 chemises de nuit qui avaient été bénites à Notre-Dame de Chartres, Louise demeura stérile. Chapitre 3. La toilette du roi. En dépit de ses tentatives, il était cependant visible qu'Henri n'aimerait jamais vraiment son épouse. Les femmes, toutes les femmes, lui rappelaient trop Marie de Clèves. Il lui fallait porter ses inclinations ailleurs. Une certaine incertitude sexuelle lui faisait aimer la présence des beaux jeunes gens. Les mignons, note de bas de page, le mot mignon signifiait autrefois serviteur, avant que la malignité publique attachât un sens infamant à ce mot. Fin de note de bas de page, étaient là pour satisfaire ce goût, des mignons que le peuple détesta d'emblée. Ce nom de mignon, dit Pierre de l'Estoile, commença en ce temps-là à trotter par la bouche du peuple, auquel ils estoient fort odieux,
tant pour leur façon de faire qui estoit badine et hautaine, que pour leurs fards et accoutrements efféminés et impudiques, mais surtout pour les dons immenses et libéralités que leur faisait le roi. Vint un temps où Henri ne vécut plus guère qu'avec ses mignons. Il y avait Montgiron, Dau, Saint-Mégrin, Saint-Luc, Livorot, Gramont. Certains devaient payer de leur vie leur dévouement au souverain, dans les combats sans merci qui opposaient les catholiques et les protestants, comme le jeune et beau Caylus, qui mourut en poussant ce cri vibrant comme un cri d'amour. « Ah, mon roi, mon roi !» De son enfance efféminée, Henri avait gardé le goût des fards, le besoin de soigner sa peau. Ainsi, dès le matin, un étrange cérémonial commençait. Quand il se réveillait, il portait encore le masque de beauté qu'on lui avait appliqué la veille. Le premier gentilhomme de chambre s'avançait pour lui présenter sa robe d'intérieur en riche tissu et s'accroupissait pour lui faire enfiler ses mules garnies de perles. Lorsqu'il était assis sur un fauteuil, un serviteur lui frottait la figure avec une eau qui éclairait le teint et lui nettoyait les dents avec une poudre blanche. Un autre lui savonnait sa barbe, frisait sa moustache au petit fer. Un autre, enfin, déroulait ses bigoudis et coiffait soigneusement sa chevelure, tandis qu'un valet tenait devant lui un grand miroir. Venait ensuite la séance de maquillage, noir aux yeux, rouge aux joues, lèvres légèrement peintes. Le moment venu de l'habiller, on lui enfilait des chaussures de fine toile et, par-dessus, d'autres chausses de velours ou de satin, ainsi que des bas de soie. On lui passait une chemise qui avait été chauffée devant l'âtre, puis un pourpoint collant et échancré pour laisser apercevoir la poitrine. Le roi, alors, ouvrait son coffret à bijoux pour y choisir quelques bagues et anneaux d'oreilles et glissait dans ses chausses un petit miroir d'argent qui s'ouvrait comme un livre. Pour terminer, on le coiffait d'un coquet petit chapeau de velours orné d'une aigrette de diamants et on lui présentait ses gants. Il lui arrivait, lors des bals masqués, de se travestir en femme, avec corset et vertugadin, pourpoint largement décolleté sur sa gorge nue, jouant avec grâce de l'éventail. Au premier abord, chacun estoit en peine. S'il voyait un roi femme ou bien un homme reine, raillait le huguenot Agrippa d'Aubigné. Le titre de majesté permettait de dire sans offenser l'étiquette que sa majesté était belle, ambiguïté de langage qui n'échappait pas à Ronsard, lequel ironisait « On ne parle en la cour que de sa majesté. Elle va, elle vient, elle est, elle a été. N'est-ce pas faire tomber le royaume en quenouille ?» Après la toilette, venait le conseil d'État, puis la messe. Le roi mangeait seul, au son d'une douce musique, en utilisant délicatement la fourche à deux dents dont il avait ramené l'idée de Venise. Dans la journée, il s'occupait des affaires de l'État. Entre deux audiences, il lui arrivait de recevoir ses couturiers pour discuter avec eux du choix d'une étoffe ou de la coupe d'un juste-au-corps. Quand il sortait du Louvre, c'était pour aller visiter quelques monastères ou se rendre chez des amis. Le soir, il soupait avec la reine, puis se rendait aux magnifiques réceptions qui se donnaient presque chaque nuit dans les salons du Louvre. Les musiques, les lumières, les toilettes somptueuses recréaient l'ambiance des fêtes vénitiennes dans lesquelles se complaisait ce dernier prince de la Renaissance. Le soir, généralement tard, il retrouvait sa chambre dont on avait jonché le plancher de fleurs odoriférantes, tandis que de l'encens fumait dans les cassolettes. Le barbier enduisait le visage d'Henri d'une crème à la rose
et posait par-dessus un masque de toile. On pétrissait les mains à la pâte d'amande avant de les ganter pour la nuit. Le matin, dès que le roi frappait dans ses mains, les mignons faisaient leur apparition. Chapitre 4. Les mignons. Pierre de l'Estoile les dépeignait ainsi. Ces beaux mignons portaient leurs cheveux longuets, frisés par artifice, remontant par-dessus leurs petits bonnets de velours, comme font les putains de bordel, et leurs fraises de chemise empesées et longues d'un demi-pied, de façon qu'à voir leur tête dessus leurs fraises, il semblait que ce fût le chef de Saint-Jean sur un plat. Leurs exercices étaient de jouer, blasphémer, sauter, danser, voleter, quereller et paillarder, et suivre le roi partout et en toute compagnie. Ne rien faire, ne rien dire que pour lui plaire, peu soucieux de Dieu et de la vertu, se contentant d'être en la bonne grâce de leur maître qu'ils craignaient et honoraient plus que Dieu. Pierre de l'Estoile, une autre fois, montre le roi voyageant dans son immense litière vitrée avec son bouffon, ses petits chiens et ses mignons. Frisés avec les crêtes levées, pulvérisés de poudre violette et senteurs odoriférantes qui aromatisaient les rues, places et maisons où il fréquentait. Cette ostentation ne devait pas tarder à indisposer le peuple, qui commença à pester contre telle engeance. Ronsard écrivait « Le roi, comme l'on dit, accole, baise et lèche de ses poupins mignons le teint frais, nuit et jour. Eux, pour avoir l'argent, lui prêtent tour à tour leurs fessiers rebondis et endurent la brèche. Ces culs, devenus cons, engouffrent plus de bien que le gouffre de Chille, haï des anciens. » Le peuple, en effet, détestait ces favoris qu'on accusait de dilapider les finances royales. Il faut tous les jours inventer nouveaux impôts, nouvelles tailles, qu'il faut du profond des entrailles les pauvres sujets arrachés qui traînent leur chétive vie sous les griffes de ces harpies qui avalent tout sans mâcher. Les choses en vinrent au point que le Parlement de Paris fit une remontrance au roi. Les pauvres gens, les veuves et les orphelins étaient les premiers à souffrir des prodigalités de Sa Majesté envers ses favoris, qui engloutissaient allègrement de véritables fortunes. « Ouvrez les yeux, pauvre François, voyez cet état misérable, vous dont le nom redoutable faisoit peur au plus puissant roi, sous le joug vous soupirez et laissez manger la substance de tous les états de la France à ces vilains efféminés. » Un autre pamphlet renchérissait. « Ô Dieu, par qui tout est rangé, faut-il que la France se perde et que le peuple soit mangé par ces beaux petits fouille-merdes. » Comme beaucoup d'homosexuels, Henri III était très pieux. Il avait fondé la confrérie des pénitents et le jeudi saint de l'année 1583 fit procession dans les rues avec ses mignons qui, dissimulés sous des cagoules, marchaient en tête en chantant des litanies. Cette parodie excita une nouvelle fois la verve populaire, en des termes difficiles à rapporter. Mais les mignons ne se contentaient pas de danser la gaillarde et de jouer au bilboquet, le jeu à la mode lancé par le roi. Certains participaient au pouvoir, tels Joyeuse et Épernon, véritable ministre d'un souverain qui ne voulait plus être gouverné par sa mère. Catherine, la rage au cœur, dut se soumettre et, pour s'adresser au roi, passer par Épernon. Ses favoris, s'ils n'avaient pas l'étoffe de véritables hommes d'État, n'en possédaient pas moins des qualités réelles d'intelligence et de subtilité, surtout Épernon. Ainsi entouré, le roi se sentait en sécurité, il savait qu'il ne serait pas trahi. En outre, ces mignons tant décriés n'étaient pas des femmelettes,
mais des braves, prompts à tirer l'épée pour défendre un roi qu'ils idolâtraient, ce qui ne les empêchait pas de faire honneur aux dames, car ils étaient bisexuels, comme presque tous les invertis de l'époque. Henri n'en prenait pas ombrage. Il savait qu'il occupait dans leur cœur la meilleure place. Chapitre 5. Le roi courageux. Henri devait achever de perdre sa popularité déjà bien entamée en décrétant un impôt sur le capital des classes riches. Puisqu'on l'accusait de ruiner le peuple, il décida de s'attaquer aux nantis pour remplir les caisses de l'État. Cette mesure souleva un tollé parmi les nobles. Le Parlement protesta, ce qui n'empêcha pas le roi de faire condamner quelques hauts fonctionnaires prévaricateurs. Car, à l'opposé de ce personnage extravagant, existait un homme intelligent et lucide, qui restait vigilant sous ses travestis. Loin d'être ignare, il aimait les choses de l'esprit et avait jeté les bases d'une académie vouée aux lettres et aux arts, dont Richelieu reprendrait un jour l'idée. Il étudiait le latin. Le soir, il se faisait lire quelques pages de Machiavel. Il aimait discuter philologie avec Henri Estienne, et ce fut lui qui commanda la première édition des Essais de Montaigne. Mais surtout, le préoccupait la situation de son royaume affreusement divisé par des luttes incessantes entre catholiques et protestants. Il rêvait de libéralisme. Soucieux de servir l'unité nationale, il avait accordé aux protestants, en 1576, la paix de Beaulieu, qui leur assurait la liberté de culte dans toute la France, sauf à Paris, ainsi que des places dans les parlements. Ces concessions avaient rendu furieux les catholiques, qui ripostèrent en créant la Ligue. Henri, pensant calmer les esprits, avait tenté de s'en déclarer le chef. Sans succès. Les catholiques songeaient à détrôner le roi pour donner le pouvoir au duc de Guise. Sous l'influence de certains ligueurs, Henri reprit alors le combat contre les protestants qui réussirent à obtenir une trêve au cours de laquelle fut signé un nouveau traité de paix, le traité de Nérac, beaucoup moins libéral que celui de Beaulieu. Cette trêve fut rompue, la guerre reprit, jusqu'à ce que la mort du frère du roi, le duc d'Alençon, posa de nouvelles données et fit Henri de Navarre, beau-frère d'Henri, l'héritier présomptif de la couronne. Henri de Navarre était protestant. La France se verrait-elle un jour gouvernée par un huguenot? Les catholiques de la Ligue ne pouvaient accepter une telle éventualité. La lutte reprit. Henri III enleva aux protestants les droits qu'il leur avait concédés jusqu'à ce que la fameuse journée des barricades l'obligeât à fuir la capitale. Il ne lui restait plus qu'à se défaire de ses ennemis les plus dangereux, Henri de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine. Il les fit assassiner. Ce meurtre suscita la fureur des ligueurs parisiens qui proclamèrent la déchéance du roi, lequel dut s'enfuir une nouvelle fois de la capitale. Dans cette grande tourmente, Henri ne vit d'autre recours que de tenter une alliance avec les réformés, en se rapprochant de leur chef, son beau-frère, Henri de Navarre, dont il avait pu apprécier la bravoure et l'intelligence. Tous deux décidèrent d'assiéger Paris, qui était aux mains des catholiques. Le roi se trouvait alors à Saint-Cloud, quand un moine, se disant porteur d'un message urgent pour le roi, se présenta. Henri était assis sur sa chaise percée, les choses tombantes, usage qui perdurerait jusqu'à Louis XIV. Le moine s'agenouilla, tendit une lettre au souverain, puis, pendant que celui-ci lisait, fit glisser un couteau de sa manche et le plongea dans le ventre du roi. Celui-ci poussa un grand cri. « Ah, le méchant moine, il m'a tué !» Il réussit à arracher le poignard et en frappa à son tour le religieux, dont l'arcade sourcilière se mit à saigner. Mais déjà,
Les gardes accourus transperçaient de leurs piques le meurtrier qui trépassa dans une mare de sang. Les médecins du roi examinèrent aussitôt la blessure du roi, la déclarèrent bénigne, pansèrent sa majesté, l'invitèrent à se coucher. La première pensée d'Henri fut de réclamer son écritoire pour écrire à la reine et la rassurer. Mais de vives souffrances à l'abdomen ne tardèrent pas à démentir l'optimisme des médecins. Henri comprit qu'il allait mourir. Sa pensée dominante fut alors d'assurer la pérennité de son royaume. Un seul homme, dont il avait pu éprouver la valeur, pouvait le sauver. Navarre était là, avec ses officiers huguenots. Henri s'adressa à lui. « Mon frère, je vais mourir. Vous êtes mon seul héritier, mais il ne peut y avoir de roi de France que catholique. » Il commanda qu'on introduisit tous les dignitaires et les chefs militaires de la cour. « Messieurs, leur dit-il, je vous prie de reconnaître après moi mon frère, ici présent que voilà, et de lui prêter serment en ma présence. » Parmi les catholiques, il y eut un recul, un effarement, une révolte à l'idée de s'agenouiller devant ce Navarre à la barbe hirsute, au manteau râpé, qui sentait l'ail à 20 pas. Henri perçut leur hésitation. Il fit un suprême effort pour se redresser sur ses oreillers. « Je vous l'ordonne !» prononça-t-il d'une voix forte. Devant cette attitude de majesté toute royale, venant d'un homme aux portes de la mort, les dignitaires obtempérèrent. L'un après l'autre, ils s'agenouillèrent devant le futur Henri IV, qui ne pouvait retenir ses larmes. Le roi recommanda encore à son successeur son neveu Charles de Valois, fils de Charles IX, et aussi son très cher ami Bellegarde. « Vous savez combien je l'affectionne. Faites état de lui, il vous servira fidèlement. » Puis il reçut les sacrements et prononça encore quelques paroles pour demander à la miséricorde divine d'avoir soin du salut de son âme. Autour de son lit, ses mignons sanglotaient. Il murmura « Je suis Marie d'avoir affligé mes serviteurs. » Il mourut à 2 heures du matin. Il avait été un roi juste, qui voulait l'unité des partis, la paix du royaume et que les Français s'aiment entre eux. Pouvait-on lui reprocher ses ambivalences, son attirance pour les beaux gentilshommes qui lui assuraient ce dont il avait le plus besoin dans cette époque tragique, une fidélité sans faille? Paix au man d'Henri III. Il ne démérita pas de son royaume. J'espère que ce petit voyage à la cour d'Henri III vous aura plu et je vous fixe très bientôt rendez-vous pour la suite de ce livre qui nous fera découvrir Louis XIII et une douloureuse passion. Avant de partir, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, parler de mes vidéos lectures et abonnez-vous. À très bientôt et peut-être même à tout de suite car je suis convaincu qu'il vous reste encore d'autres vidéos lectures à découvrir. À bientôt et merci d'avance.